Le blocus de Trump est déjà en vigueur et il dit que le cessez-le-feu avec l'Iran se maintient bien. Je dirais que ça tient bien. Leur armée est détruite. Toute leur marine est sous l'eau. Tu sais que 158 navires ont disparu. Leur marine est finie. La plupart de leurs poseurs de mines sont finis. Nous avons beaucoup de monde, comme tu le sais. Demain, à 10 heures, le blocus entrera en vigueur. Ce sera à 10 heures demain. D'autres nations travaillent pour que l'Iran ne puisse pas vendre de pétrole. Et cela sera très efficace. Le général 4 étoiles Jack Keane se joint à nous maintenant. Général, quel avantage le blocus nous apporte-t-il? C'est significatif. Je veux dire, ce que nous faisons, évidemment, c'est saisir tout le pétrole que l'Iran exporte vers d'autres pays sur différents navires battant pavillon étranger. Donc, aucune quantité de pétrole destinée à l'exportation ne viendra d'Iran. Et cela est déjà en vigueur pendant que nous parlons. Cela a un impact dramatique sur eux, c'est certain. Je veux dire, en partant du point de distribution sur l'île de Karg, cela représente plus de 90% de leur distribution de pétrole. Et rien de tout cela ne passera. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que l'Iran a vraiment repris son souffle en fermant le détroit d'Ormuz. Nous sommes allés vers un cessez-le-feu. Ils voulaient arrêter la guerre. Et le président Trump a évalué cela. Et je pense que le timing a été extraordinaire. Vous savez, les négociations s'effondrent. Et je pense, tu sais, Stuart, je pense que les Iraniens ont mal calculé. Je pense qu'ils ont eu trop confiance dans ce qu'ils avaient obtenu. Avec le détroit d'Ormuz, je ne veux pas minimiser ce qu'ils ont réussi en le fermant. Ils l'ont fait, pensant que cela influencerait davantage l'état d'esprit du président et de nos négociateurs. Je pense qu'ils sont arrivés en pensant que nous céderions facilement, par désespoir. Mais ce n'est absolument pas le cas, en aucune façon. Même, je veux dire, le président l'a dit publiquement, et il a certainement dit aux négociateurs en privé qu'il voulait tout. Et je suis convaincu qu'ils l'ont rappelé pour obtenir un retour détaillé sur la proposition. Il a dit, en aucun cas, il n'y a la moindre concession qu'il voulait. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions, donc il n'y a pas d'accord final. Et, puisqu'on parle des négociations, Garibaf sortait constamment pour parler à quelqu'un d'important. Je crois que cette personne est très probablement Ahmad Vahid, le chef du CGRI, et bien que je n'en sois pas totalement certain. Vous savez, ce n'est pas lui qui est aux commandes. Nous avons éliminé le premier et le deuxième, mais celui-ci est un partisan de la ligne dure. Si c'est le cas, la garde révolutionnaire contrôle l'Iran, c'est certain. D'accord, mais c'est un grand coup de pouce. Nous avons tout pris aux Iraniens et nous verrons bien. Regardez l'Iran. Vous savez, la question de la guerre, c'est qu'elle est fondamentalement un test de volonté. Et votre adversaire a toujours des options ici. Je crois que nous venons de provoquer une erreur et récupérer le ballon. Oui, c'est notre situation actuelle, mais les Iraniens ont des options. Ils peuvent créer une impasse et nous faire transpirer en disant que le pétrole et l'économie comptent plus pour eux, en forçant les Américains à reculer. Deuxièmement, ils peuvent tester cela. En envoyant leurs pétroliers là-bas et en voyant ce que nous allons faire. Je sais quoi faire. Nos marines vont monter à bord et l'immobiliser. C'est ce que nous allons faire. Ils peuvent prendre une action cinétique, Stuart. Oui, désolé. Je veux me concentrer là-dessus, car le sénateur Mark Warner dit que les États-Unis auraient besoin de milliers de soldats au sol si nous voulons confisquer l'uranium de l'Iran. Écoutez ça encore une fois. Ce gouvernement sait, littéralement, quelques jours après le début de cette guerre choisie, et nous devons continuer à nous en souvenir, se débarrasser de cet uranium enrichi. Ce sont des cylindres de 450 kilos très volatiles. Ce ne serait pas une opération simple. Il faudrait 10 000 soldats au sol pour garder le périmètre. Nous devrions envoyer des opérateurs spéciaux et les Iraniens pourraient alors bombarder l'installation elle-même, piégeant potentiellement nos troupes, et cet uranium volatile serait extrêmement dangereux. Il a raison de dire qu'il faudrait 10 000 soldats et, selon Tia, le président accepterait-il de le faire? Je suis heureux qu'il ne soit pas impliqué dans la planification militaire. Je respecte ses compétences politiques, mais il ignore la conduite militaire actuellement, non? Oui, je veux dire, c'est vraiment imprudent de mettre 10 000 soldats au sol pour que les Iraniens puissent simplement tirer à volonté sur ces 10 000.
D'abord, pour protéger une zone, tu n'aurais pas besoin d'autant de soldats, étant donné que nous maîtrisons l'espace aérien, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas inquiets d'une attaque terrestre. Si nous restons au sol pendant un certain temps, et je ne dis pas que ce n'est pas une opération complexe, la menace ne viendra pas d'autres forces terrestres. Nous pouvons gérer cela parce que nous avons toute la puissance aérienne là-haut. Ils seraient juste là, vous savez. Ce seraient des drones, des roquettes et des missiles. Ça serait la menace. Et comment gérons-nous tout cela? Mais écoute, si nous allons mener une opération comme celle-ci, le commandant du CENTCOM, l'amiral Bradley, et celui du SOCOM, qui fournirait les forces, ne feraient pas de recommandations au président à moins qu'il n'y croie. Que le risque est acceptable en termes de la mission que nous essayons d'accomplir et du risque pour nos troupes. Je ne nie pas les risques pour les troupes. Oui, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de pertes. Il pourrait y en avoir. Un combat peut toujours entraîner des pertes. Mais écoute, pour que tu comprennes, Stuart, il existe d'autres moyens d'y parvenir. Une façon serait de prendre le contrôle de l'île de Karg, ou même de menacer de la contrôler en disant « Rendez-vous, abandonnez volontairement le programme d'enrichissement nucléaire, ou nous prendrons tout votre pétrole, plus de 90%. Ou bien nous le garderons, ou nous le détruirons. Oui, l'une ou l'autre chose. D'accord. Donc, c'est un autre levier que nous avons. Je ne risquerai aucune troupe. Tu vois ? Les Iraniens doivent choisir s'ils vont ou non se conformer. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, Général. Vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup, Général Jack Keane. À bientôt. Alors que l'attention se porte sur l'Iran, le regard se tourne aussi vers le Liban, où Israël et le Hezbollah soutenus par l'Iran échangent encore des attaques. On peut voir ici les conséquences de l'attaque israélienne de dimanche. Le Hezbollah continue de lancer des roquettes en ce moment même contre le nord d'Israël. Ce week-end, Benjamin Netanyahou et Israel Katz ont visité le sud du Liban pour rencontrer les troupes qui affrontent le Hezbollah. Les FDI affirment avoir déjà éliminé plus de 100 combattants du groupe dans une seule zone. Netanyahou a ajouté ce qui suit. Nos ennemis, l'Iran et l'axe du mal, sont venus pour nous détruire et maintenant ils luttent simplement pour leur survie. Nous le voyons sur tous les fronts. C'est un exploit extraordinaire de l'État d'Israël et des forces de défense d'Israël, tant des soldats réguliers que de nos merveilleux réservistes. Le peuple d'Israël vous salue. Israël et le Liban se préparent à des négociations directes à Washington cette semaine visant le désarmement du Hezbollah et une paix durable entre les deux pays. Alors Trey, tu penses qu'Israël souffrira s'ils essaient de fermer la mer Rouge comme ils menacent de le faire si nous poursuivons le blocus? Que ferons-nous dans environ 1 heure? Bien sûr, nous parlons du Bab el-Mandeb, une zone où les Iraniens pourraient utiliser leurs représentants, les Houthis au Yémen, pour bloquer le transport maritime international. Ils ont menacé de le faire si leur port dans le détroit d'Ormuz était bloqué. Nous avons déjà vu les Houthis s'impliquer directement dans ce conflit. Une grande préoccupation est que l'Iran utilise effectivement les Houthis pour attaquer des navires en mer Rouge avec des missiles ou des drones, ce qui serait très dangereux. Tout cela se passe dans un contexte où les États-Unis exercent un contrôle total non seulement sur la mer, mais aussi sur l'espace aérien de l'Iran. Au cours des 40 derniers jours, les États-Unis et Israël ont anéanti la marine iranienne. C'est pourquoi ils ont peu d'options pour répondre à ce blocus de la marine américaine près du détroit d'Ormuz en seulement 2 heures. Mais de grandes questions subsistent sur la façon et le lieu de la réponse iranienne. Réalisme Trey, y aura-t-il un changement de régime ? Parce que lorsque vous regardez la carte, l'Iran est territorialement immense. Je ne sais pas combien de leurs militaires ou membres du régime ont été éliminés, mais quelles sont les chances? Excellente question. L'objectif des États-Unis et du gouvernement Trump n'est pas un changement de régime. Nous avons entendu le président Trump, le secrétaire Pete Hegseth, les hauts responsables du commandement central et le chef d'état-major interarmé. Les États-Unis ne visent pas de changement de régime, mais j'ai parlé à des sources régionales et du renseignement ici en Israël. La poursuite de la pression sur l'économie iranienne pourrait accroître la pression interne sur le régime. Et c'est pourquoi les menaces des États-Unis et d'Israël se sont concentrées sur l'infrastructure énergétique de l'Iran, car c'est l'un des éléments clés de l'économie iranienne. Si cela est visé et que les Iraniens ne négocient pas sur leur programme nucléaire et le détroit d'Ormuz, cela mettra encore plus de pression sur le régime.
Cela ne signifie pas nécessairement un changement de régime. C'est un objectif lointain, surtout pour Israël et les États-Unis. Mais quand on regarde la situation sur le terrain, le régime iranien et ses forces du CGRI dans tout le pays contrôlent encore les principales villes d'Iran. Trey, quelle est la position du Pakistan? Je sais qu'ils sont le pays hôte de ces négociations. Et il est clair que les Iraniens, une fois de plus, sont venus à une négociation avec des propositions irréalistes. Donc, le Pakistan les a encouragés à revenir à la table des négociations. Oui, c'est difficile de faire cela avec des gens comme ça. Alors ils vont nous soutenir si nous revenons, comme le dit le président. Vous savez, en bombardant avec tout ce que nous avons? Des rapports indiquent que des médiateurs tentent de réunir les parties pour résoudre 2 points cruciaux, l'enrichissement d'uranium de l'Iran et la situation dans le détroit d'Ormuz. L'objectif du président Trump est simple, empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Le président a lancé l'opération Fureur épique avec de nombreuses informations importantes. Auparavant, son envoyé spécial Steve Witkoff et Kushner se sont rendus à la table des négociations de bonne foi. Mais les Iraniens ont dit à la délégation qu'ils possédaient déjà de l'uranium hautement enrichi pour fabriquer 11 bombes nucléaires. Des critiques du gouvernement affirment que l'opération était injustifiée, mais le président s'appuyait sur des renseignements selon lesquels les Iraniens allaient fabriquer une arme nucléaire. Et en ce qui concerne l'uranium enrichi, nous parlons d'un matériau avec une pureté de 60%, ce n'est qu'une étape. Avec une pureté de 90%, ce matériau est de qualité militaire. Si les Iraniens conservent l'uranium et les installations qui stockent et produisent plus d'uranium enrichi, ils seront plus proches d'une arme nucléaire. Le président a été clair, c'est une ligne rouge pour Zewaherbay. Les Iraniens vont soit renoncer à leur uranium enrichi, soit il leur sera retiré. Oui, et souvenez-vous, en ce qui concerne le JCPOA, si les gens pensaient que nous faisions semblant que c'était un grand accord, il se serait évaporé. Il existait, mais il a expiré après 10 ans. Ils auraient pu faire l'enrichissement qu'ils voulaient, et avec 3, ils auraient facilement atteint 60% comme nous l'avons vu. Trey, merci. Merci.